Pour la police, la tragédie qui a frappé sa fille n'était qu'un dossier poussiéreux dans les archives. Pour les jeunes riches qui ont commis ce crime, ce n'était qu'une blague. Mais pour Arthur Vance, c'était la chose la plus importante de sa vie. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa fille. Et la vengeance d'un père enragé s'est avérée si cruelle que même des enquêteurs ayant 20 ans d'expérience ne pouvaient supporter de voir ce qu'il laissait derrière lui. Emily Vance avait 20 ans. Elle travaillait comme assistante fleuriste dans une petite boutique de fleurs sur Main Street, à Bridgeport, cette même ville où les usines fermaient, les quartiers se vidaient et où un magasin sur deux dans la rue principale avait ses vitrines condamnées. Mais la boutique de fleurs tenait bon, et Emily tenait bon avec lui. Elle se réveillait à 5h30, préparait le café pour son père, laissait une tasse sur la table près de la porte, il partait à l'usine encore plus tôt et se rendait au travail sur son vieux vélo qui grinçait à chaque virage. Ses voisins la reconnaissaient à ce bruit, chaque matin sans exception, le grincement des roues, le cliquetis des pédales, un discret « bonjour » et elle continuait descendant North Avenue, passant devant la blanchisserie fermée, l'arrêt de bus, le parking de Bridgeport Meads où travaillait son père. Elle n'était ni ambitieuse ni naïve. Elle vivait simplement comme tout le monde dans son quartier, tranquillement, modestement, sans attentes excessives. Elle avait peu d'amis. Elle n'allait pas à des fêtes et ne cherchait pas à intégrer des cercles qui n'étaient pas à sa portée. Mais au début de l'automne 1991, quelque chose a changé. Grâce à la boutique de fleurs, elle a fait la connaissance d'une jeune fille de Darien qui commandait des bouquets pour les événements organisés par le club étudiant d'un collège privé du comté de Fairfield. Le club s'appelait Apollon. Emily ne connaissait ni son nom, ni ce qu'il représentait. Pour elle, c'était juste une cliente qui laissait de généreux pourboires et qui lui avait dit un jour « Tu es adorable, tu devrais sortir de ce quartier. Viens nous rejoindre samedi, on organise une fête dans une maison de campagne, tu pourras te détendre. » Emily ne voulait pas y aller. Elle a hésité toute la semaine. Mais vendredi soir, on l'a rappelée pour lui dire qu'on viendrait la chercher. Elle a accepté. Elle s'est dit que c'était l'occasion de voir autre chose que les vitrines barricadées, l'odeur de chlore de la blanchisserie, le grincement des pédales de vélo à 5h45 du matin. Le samedi 12 octobre, un SUV blanc est venu la chercher. Emily s'est assise à l'arrière. De la musique jouait dans la voiture, ça sentait un parfum cher, et quelqu'un lui a tendu une coupe de champagne. Elle ne connaissait personne, mais elle souriait pour la première fois depuis longtemps. La fête avait lieu dans une maison de campagne à Weston, une petite ville tranquille d'un peu plus de 10 000 habitants, où le revenu moyen des familles dépasse les 300 000 $ par an. La maison appartenait à la famille d'un des membres du club Apollon. Elle comptait 3 étages avec une piscine, des pièces de service et une chambre froide industrielle au sous-sol. L'ancien propriétaire travaillait dans la restauration. Emily a passé les 3 premières heures dans cette maison en tant qu'invitée, puis auprès d'une journée entière en tant que captive. Ce qui s'est passé ensuite a été reconstitué à partir de témoignages qui n'ont finalement pas été retenus par le tribunal. Vers minuit, un groupe de 5 jeunes gens, tous membres d'Apollon, tous enfants de hauts fonctionnaires et d'hommes d'affaires influents du comté, ont emmené Emily au sous-sol. Ils lui ont dit que cela faisait partie du programme, que tout le monde passait par là, que c'était une performance. Ils l'ont emmenée dans un frigo industriel. Au milieu des carcasses d'animaux suspendus à des crochets, ils l'ont déshabillée et l'ont forcée à poser, à imiter la marchandise en vitrine. Ils ont filmé la scène en commentant à voix haute « La classe ouvrière, 2e classe, même pas bonne pour la viande hachée ». Ils riaient, elle pleurait. Puis elle a cessé. Emily a passé près de 22 heures dans le réfrigérateur. Quand on l'a retrouvée, elle était en vie, mais son corps tremblait tellement que 2 ambulanciers n'ont pas pu la tenir. Sa température corporelle était tombée en dessous de 34 degrés. Elle avait des engelures aux doigts et aux orteils. Mais le plus effrayant n'était pas cela. Emily a cessé de parler. Elle ne réagissait plus aux voix, au toucher, à son nom. Elle se recroquevillait dans un coin à la vue de tout métal brillant, une cuillère, une poignée de porte, une fermeture éclair sur un sac. Les psychiatres appelleront plus tard cela l'état de poupée vivante. Une réaction dissociative profonde au traumatisme, dans laquelle la conscience se désactive pour se protéger de ce que le corps a subi. Son père, Arthur Vance, a récupéré la déclaration au magasin de fleurs, a ramené sa fille à la maison et n'est pas sorti de l'appartement pendant 3 jours. Le 4e jour, il s'est rendu au commissariat, et c'est là que commence la partie de l'histoire qui a transformé un boucher ordinaire de Bridgeport en une personnalité connue dans tout le comté de Fairfield. Arthur Vance est né en 1946 à Bridgeport, dans une famille où les hommes travaillaient de leurs mains plutôt que de leur bouche. Son père, Raymond Vance, était découpeur à l'abattoir Bridgeport Meats, l'une des dernières grandes entreprises qui subsistaient dans la ville avant que la désindustrialisation ne les touche à leur tour. Sa mère est partie quand Arthur avait 7 ans. Il ne parlait pas d'elle, ni à l'époque, ni plus tard. Son nom n'apparaît qu'une seule fois dans le dossier, dans la rubrique « Mère » de l'acte de naissance. Raymond a élevé son fils comme il savait le faire, à travers le travail. À 12 ans, Arthur est entré pour la première fois dans l'atelier de l'usine. À 14 ans, il aidait déjà son père à la chaîne de découpe. À 16 ans, il reçut son premier couteau professionnel. Il s'agissait d'un couteau allemand de la marque Friedrich Dick, la même marque qui jouera plus tard un rôle clé dans sa dénonciation. Arthur a conservé ce couteau toute sa vie. Pour lui, ce n'était pas un outil, mais un héritage. Il ne cherchait pas à nouer des contacts, au contraire, il évitait les gens, gardant son monde intérieur fermé. Parmi ses collègues de l'usine, il était considéré comme discret. Pas grossier, pas bizarre, juste discret. Il arrivait avant tout le monde, partait en dernier et ne participait presque jamais aux conversations dans la salle fumeur. Il parlait rarement de lui-même et choisissait toujours d'adopter une position d'observateur.
Ses supérieurs l'appréciaient. Arthur travaillait avec précision, rapidité et ne posait pas de questions. À 30 ans, il est devenu maître découpeur, la qualification la plus élevée de l'usine. Son caractère s'est forgé dans un contexte d'isolement permanent. Il n'avait pas d'amis en dehors du travail, il ne buvait pas, ne fréquentait pas les bars, ne regardait pas le sport à la télévision. La seule personne à laquelle il était attaché était sa fille Émilie, née en 1971. La mère d'Émilie, Jean, est partie 2 ans après la naissance et Arthur a élevé sa fille seul, sans aide, sans se plaindre, sans donner d'explication. Ses voisins se souviennent de lui comme d'un homme qui n'élevait jamais la voix. Il réparait la clôture, tondait la pelouse, déposait les sacs poubelles le long du trottoir tous les matins, toujours à la même heure. Dès son plus jeune âge, Émilie avait déjà remarqué les signes d'un contrôle obsessionnel de la part de son père. Mais pas agressif, plutôt protecteur. Il l'accompagnait à l'école tous les jours jusqu'à l'âge de 13 ans. Il ne lui permettait pas de passer la nuit chez ses amis. Il connaissait son emploi du temps par cœur. Chaque heure, chaque itinéraire, chaque virage. Pour Arthur, Émilie était la seule preuve que sa vie avait un sens. Tout le reste, le travail, l'usine, la routine, n'était que secondaire. Émilie était au centre de tout. Et c'est précisément pour cette raison que ce qui s'est passé en octobre 1991 ne l'a pas simplement blessé. Cela a déclenché en lui quelque chose qui était désormais irréversible. Au début, personne ne remarquait quoi que ce soit d'inquiétant chez Arthur. Mais si l'on examine son profil avec les yeux d'un psychologue criminologue, le tableau devient plus clair. Fermeté, hyper-contrôle, attachement à un seul objet, autonomie totale, absence de repères extérieurs. Et une profession qui, pendant 30 ans, lui a appris une seule chose, comment découper un corps avec une précision chirurgicale. Personne n'a pris ses premiers incidents au sérieux, mais ils ont été les premiers signes avant-coureurs de son comportement futur. Ses collègues se souviennent qu'un jour, lorsqu'un nouvel employé de l'usine s'est moqué d'Arthur devant tout le monde, celui-ci n'a pas répondu. Il l'a simplement regardé en silence. Une semaine plus tard, cet employé a découvert que son casier dans le vestiaire avait été forcé et qu'à l'intérieur se trouvaient des morceaux de viande crue soigneusement empilés. Personne n'a pu prouver qu'Arthur était l'auteur de cet acte, mais personne n'a plus jamais essayé de se moquer de lui. Il semblait insignifiant parmi ses connaissances, mais en lui mûrissait déjà sa propre logique du monde, une logique dans laquelle la justice ne se mesurait pas à l'aune de la loi, mais à celle de la précision. Le 4e jour après avoir récupéré sa fille à l'hôpital, Arthur enfila une chemise propre, boutonna-la jusqu'en haut et se rendit au commissariat de Bridgeport. Il avait emporté avec lui le rapport médical, le certificat de sortie de l'hôpital et une feuille de papier sur laquelle il avait noté à la main les noms de 5 personnes, celles qu'Émilie avait mentionnées avant de se taire à jamais. L'officier de service a pris la déposition. Elle a été enregistrée sous un numéro standard comme un incident domestique avec des éléments de maltraitance. On a dit à Arthur d'attendre, il a attendu. 2 semaines plus tard, on l'a appelé pour lui demander de venir. Non pas pour l'informer de l'avancement de l'enquête, mais pour lui expliquer pourquoi il n'y aurait pas d'enquête. Le détective, dont le nom n'a jamais été mentionné dans le dossier, a informé Arthur que le témoignage de sa fille ne pouvait être considéré comme un motif suffisant pour ouvrir une enquête, car Émilie se trouvait dans un état qui l'empêchait d'agir. La vidéo dont Émilie avait parlé avant de cesser de parler n'a pas été retrouvée. Le propriétaire du manoir, père d'un des membres du club Apollon et grand promoteur immobilier de Weston, a engagé des avocats qui, en l'espace de 10 jours, ont déposé 3 plaintes en contrepartie. Pour diffamation, violation de la propriété privée et tentative d'extorsion. Arthur n'a pas crié, il n'a pas menacé, il n'a pas pleuré, il a écouté tout ce qu'on lui a dit, s'est levé, a pris une copie de sa déclaration et est sorti. D'après les enregistrements de la caméra de surveillance dans le couloir du commissariat, il s'est arrêté à la sortie pendant 4 secondes, il est simplement resté debout, puis il est sorti dans la rue. L'enquête sur l'affaire Émilie a été classée sans suite avant même d'avoir commencé. Aucun des 5 participants qu'elle a cités n'a été convoqué pour être interrogé. Aucun témoin de la fête n'a été interrogé. Les avocats de la famille et du promoteur immobilier ont envoyé une lettre au parquet du district recommandant d'éviter toute escalade de la situation compte tenu de l'état psychologique de la plaignante et de l'absence de preuves objectives. Dans le comté de Fairfield, au début des années 90, cela fonctionnait sans faille. Bridgeport, ville qui avait déclaré faillite en 1991, n'avait ni les ressources ni la volonté politique nécessaire pour s'opposer aux familles de Weston, Darien et Greenwich. À cette époque, le service de police de Bridgeport souffrait d'un manque chronique d'effectifs. Il comptait moins de 400 agents pour 160 000 habitants. La priorité était donnée à la criminalité de rue, à la drogue et aux gangs, et non à la plainte d'un boucher affirmant que sa fille avait été maltraitée lors d'une fête organisée par des enfants riches. L'affaire fut classée. Émilie resta dans sa chambre, immobile, silencieuse, le regard fixe. Arthur la nourrissait à la cuillère, la changeait et s'asseyait chaque soir près de son lit. Il attendait qu'elle parle. Elle ne parla pas. Au cours de cette période, entre fin octobre et décembre 1991, les voisins ont remarqué qu'Arthur ne sortait plus de chez lui le soir. La lumière restait allumée dans ses fenêtres jusque tard dans la nuit. Il ne saluait plus personne. Il ne sortait plus les poubelles à l'heure habituelle. Il ne laissait plus de tasses de café devant la porte car il n'y avait plus personne pour la prendre. Et puis, en janvier 1992, l'usine frigorifique Bridgeport Meats a fermé ses portes. C'était la dernière entreprise du quartier. Arthur a perdu son emploi, mais il n'est pas allé à l'agence pour l'emploi. Il n'a pas cherché de nouveau travail, il a pris la seule chose qui se trouvait sur son bureau, un étui en cuir contenant des couteaux, le même étui qui contenait le couteau Friedrich Dick que lui avait offert son père. Le système avait échoué, et il n'y voyait pas une tragédie, mais une opportunité.
sans travail, sans obligation, sans fille qui aurait pu l'arrêter, Arthur Vance se retrouva seul face à 5 noms sur une feuille de papier et 30 ans d'expérience dans le maniement du couteau. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un coup de tête, ce n'était pas un échec, c'était une décision, froide, mûrement réfléchie et définitive. C'est à ce moment-là qu'il a cessé de chercher des issues. Il a commencé à les créer lui-même, aux dépens des autres. Après cet événement, ses décisions sont devenues directes, froides et dépourvues de doute. Arthur Vance n'attendait plus la justice. Il était devenu la justice. Le premier meurtre a eu lieu en mars 1994, plus de 2 ans après la clôture de l'affaire concernant sa fille. Cet intervalle de temps est important. Arthur n'a pas agi sous le coup de l'émotion, il s'était préparé. D'après la reconstitution de l'enquête, entre 1992 et 1994, Arthur Vance a mené un travail minutieux pour recueillir des informations sur chacun des 5 membres du club Apollon cité par Émilie. Il a étudié leurs habitudes, leurs itinéraires, leurs faiblesses, il savait où ils étudiaient, où ils vivaient, quand ils rentraient chez eux et quel chemin ils empruntaient. Il agissait comme quelqu'un qui avait passé toute sa vie à observer et qui, pour la première fois, trouvait une utilité à cette compétence. Les victimes étaient toutes du même profil. Des jeunes hommes, âgés de 22 à 26 ans, issus de familles aisées, vivant dans la banlieue du comté de Fairfield. Tous les 5 étaient liés au club Apollon, mais au moment où les crimes ont commencé, ils s'étaient déjà dispersés dans différentes villes et suivaient des parcours professionnels différents. L'un travaillait dans la société immobilière de son père, un autre étudiait le droit. Le 3e vivait grâce à un fonds familial et n'avait pas d'emploi. Le 4e avait déménagé à Stamford. Le 5e était resté à Weston. Arthur trouvait chacun d'entre eux, sans se presser, sans se précipiter, sans se tromper. Le mode opératoire était identique dans les 5 cas. Les enlèvements avaient lieu le soir, dans des zones peu couvertes par les caméras de surveillance. Arthur choisissait des tronçons de route entre des zones résidentielles et commerciales, où l'éclairage était faible et la circulation peu dense. Il utilisait une camionnette sans plaque d'immatriculation qui n'a jamais été retrouvée. Aucune des victimes n'a été enlevée à son domicile, sur son lieu de travail ou dans un lieu public. Les 5 ont été interceptés sur la route, sur les tronçons même qu'Arthur avait étudiés pendant des mois. Après leur enlèvement, les victimes étaient emmenées dans le sous-sol de la maison d'Arthur, un bâtiment de 2 étages situé dans un quartier ouvrier à la périphérie est de Bridgeport. Le sous-sol était équipé d'une chambre froide qu'Arthur avait construite lui-même à l'aide de matériel industriel récupéré lors de la fermeture de Bridgeport Meats. L'enquête qualifiera plus tard cette pièce de chambre de maturation, un terme qu'Arthur semblait lui-même utiliser. Chaque victime passait par 3 étapes. Arthur les appelait comme on appelle les étapes de transformation des carcasses de viande dans une usine. La première étape était celle de la dévalorisation. Les victimes étaient déshabillées, placées dans une chambre froide parmi des morceaux de viande suspendus et laissés dans le froid pendant plusieurs heures. La température dans la chambre était maintenue entre -2 et -4 degrés. Arthur reproduisait les conditions dans lesquelles sa fille avait été détenue, à une différence près. Il ne riait pas, il ne filmait pas. Il attendait simplement. Deuxième étape, la carte technologique. Les corps des victimes présentaient des incisions peu profondes mais précises, correspondant au schéma standard de découpe de la viande bovine de première qualité. Les experts médico-légaux ont constaté que chaque incision n'était pas aléatoire, mais suivait une logique anatomique. Les incisions sur la langue concernaient la personne qui avait insulté Émilie à voix haute. Les incisions sur les mains correspondirent à la personne qui avait utilisé la force physique. Les incisions sur les paupières correspondaient à la personne qui avait filmé la vidéo. Arthur ne se contentait pas de faire mal, il marquait. Il traçait sur le corps une carte de ce que chacun d'entre eux avait fait à sa fille. Ce n'était pas de la cruauté pour la cruauté, c'était un système. Troisième étape, le marquage de qualité. Arthur brûlait sur la poitrine de chaque victime les lettres « défectueux » à l'aide d'un ancien fer à marquer utilisé dans l'industrie pour marquer la viande. Il avait pris ce fer à marquer à l'usine lors de son dernier jour de travail. Pour lui, cela signifiait une seule chose, ces personnes étaient des rebuts, pas des marchandises, pas des êtres humains, des rebuts qu'il fallait éliminer. 3 ans se sont écoulés entre le premier et le 5e meurtre. Arthur agissait à des intervalles de 4 à 9 mois. Il n'a jamais répété 2 fois le même mode opératoire. Il changeait l'heure, le lieu de l'interception et la manière d'approcher ses victimes. Il ne laissait aucune trace de lutte sur le lieu de l'enlèvement, ce qui indiquait que les victimes ne s'attendaient pas à être agressées ou qu'elles avaient été immobilisées instantanément. Pendant 3 ans, la police du comté de Fairfield n'a pas fait le lien entre les 5 disparitions. Les 2 premières affaires ont été classées comme disparitions sans laisser de traces. Le 3e a été classé comme un possible meurtre, mais sans corps. Le corps de la première victime n'a été découvert que 11 mois plus tard, dans un bâtiment industriel abandonné à la périphérie de Bridgeport. À ce moment-là, Arthur travaillait déjà sur sa 4e cible. Les erreurs de l'enquête étaient systématiques. La police a cherché un lien entre les victimes dans les bases de données criminelles, mais les 5 étaient sans casier judiciaire. Les profileurs ont supposé que le tueur était un psychopathe avec des motivations sexuelles, car les victimes étaient dénudées. Personne n'a envisagé la piste de la vengeance. Personne n'a cherché de lien entre les victimes et un événement en particulier survenu 3 ans auparavant. Personne ne s'est souvenu de la déclaration du boucher de Bridgeport selon laquelle sa fille avait été agressée lors d'une fête. Arthur ne devenait pas plus audacieux. Il devenait plus précis. À chaque nouvel épisode, il corrigeait les détails. Il réduisait le temps de détention, changeait le mode de transport, nettoyait plus soigneusement le fourgon. Il apprenait à chaque action, comme il apprenait à chaque nouvelle commande à l'usine.
Par la répétition, par le contrôle, par le perfectionnement. Mais dans le 5e épisode, quelque chose que Arthur n'avait pas prévu s'est produit. Il a commis une micro-erreur, si minime qu'il ne s'en est probablement même pas rendu compte. Et c'est précisément cette erreur qui a marqué le début de sa fin. La 5e victime a été découverte en février 1997 dans un entrepôt abandonné de la zone industrielle de Bridgeport, à 3 miles de la maison d'Arthur Vance. Le corps gisait sur une table métallique, dénudée, avec des incisions caractéristiques et la mention US Rejected, rejeté par les États-Unis, gravée sur la poitrine. Tout correspondait aux 4 cas précédents. Mais c'est précisément dans ce dernier cas que le médecin légiste du comté a remarqué un détail que personne n'avait remarqué auparavant. Des micro-entailles ont été découvertes sur les bords des incisions. Des traces à peine visibles à l'œil nu qui indiquaient non seulement l'utilisation d'un couteau tranchant, mais aussi d'un type particulier de lame avec un profil d'affûtage caractéristique. L'expert a demandé une expertise balistique des armes blanches, une procédure qui, au milieu des années 90, était très rarement utilisée et uniquement dans des cas exceptionnels. Le résultat est arrivé 6 semaines plus tard. Les entailles correspondaient à celles d'un couteau professionnel de la marque Friedrich Dick, un outil allemand utilisé dans les usines de transformation de viande. Mais pas n'importe quel modèle. L'expertise a établi que les traces avaient été laissées par une lame d'une série qui avait été retirée de la production à la fin des années 70. Cela signifiait que le couteau était ancien, qu'il n'avait pas été acheté récemment, mais qu'il avait été conservé pendant des décennies. Il s'agissait d'un outil de travail professionnel, et non d'un achat en magasin. Ce détail a été déterminant. Jusqu'alors, l'enquête s'était concentrée sur le profil d'un tueur en série, vraisemblablement un homme âgé de 35 à 45 ans, animé par des motivations psychosexuelles et opérant dans le comté de Fairfield. La thèse de la vengeance n'avait pas été envisagée, mais le couteau a changé la donne. Le détective Michael Corrigan de la police de Bridgeport, seul à apparaître dans les documents publics relatifs à l'affaire, a reçu les résultats de l'expertise et a commencé à établir une nouvelle chaîne. Il a demandé la liste de toutes les entreprises de transformation de viande du comté qui avaient fermé leurs portes au cours des 10 dernières années. Bridgeport Meats figurait en tête de liste. Corrigan a ensuite demandé la liste des anciens employés de l'usine et a obtenu 312 noms. Mais il n'a pas vérifié les 312 dossiers. Il a fait ce qu'aucun enquêteur n'avait fait en 3 ans. Il a sorti les déclarations archivées concernant les victimes. Pas les dossiers criminels des victimes, mais les plaintes déposées contre elles. Et dans un dossier poussiéreux du commissariat de Bridgeport, il a trouvé une déclaration datant d'octobre 1991. Le plaignant était Arthur Vance, maître découpeur à l'usine frigorifique Bridgeport Meats. La plainte portait sur les mauvais traitements infligés à sa fille par 5 membres du club étudiant Apollo. L'affaire a été classée sans suite. Les 5 noms figurant dans la plainte correspondaient aux 5 victimes. Corrigan dira plus tard dans une interview accordée à un journal local qu'au moment où il a mis les 2 listes côte à côte, la liste des victimes et la liste des noms figurant dans la déclaration de Vance, il n'avait plus aucun doute. 5 sur 5, une correspondance parfaite. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une coïncidence, c'était un système. Le mandat de perquisition du domicile d'Arthur Vance a été délivré 48 heures plus tard. Lorsque les policiers sont entrés dans la cave, ils ont découvert une chambre de maturation, une chambre froide industrielle en parfait état de fonctionnement. À l'intérieur se trouvaient des crochets métalliques, une table en acier inoxydable, un système de drainage dans le sol et un ensemble de couteaux professionnels dans un étui en cuir. Parmi eux, un couteau à découper Friedrich Dick, dont la lame correspondait au résultat de l'expertise. Sur le mur de la chambre était accrochée une fiche technique standard pour la découpe des carcasses de bœuf, identique à celles utilisées dans les abattoirs de tout le pays. Mais sur cette fiche, certaines zones de découpe étaient entourées au marqueur rouge et annotées à la main. Les annotations correspondaient au nom des victimes. Arthur Vance a été arrêté le 23 mars 1997 à son domicile. Il n'a opposé aucune résistance. Il était assis dans un fauteuil près de la chambre de sa fille lorsque quelqu'un a frappé à la porte. Il a ouvert lui-même. Il portait une chemise propre, boutonnée jusqu'en haut, comme il avait l'habitude de le faire le jour où il s'était présenté au commissariat pour porter plainte 6 ans auparavant. Pendant l'interrogatoire, Arthur Vance n'a pas dit un mot. Il est resté silencieux pendant 14 heures d'affilée, il n'a pas demandé d'avocat, il n'a pas demandé d'eau, il n'a pas demandé de pause, il est simplement resté assis à regarder le mur. Et une seule fois, à la fin de l'interrogatoire, il a regardé le détective Corrigan et a prononcé une seule phrase. « Avez-vous déjà vu une poupée cassée pleurer ? Je les ai simplement ramenés à leur état véritable. Un morceau de viande. » Ce furent les derniers mots prononcés par Arthur Vance en présence des représentants de la loi. Le procès d'Arthur Vance a commencé en septembre 1997 et a duré 11 semaines. L'accusation a retenu 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes. La défense a tenté de plaider l'aliénation mentale, invoquant le traumatisme causé par l'état de santé de sa fille et son isolement social prolongé. L'expertise médico-légale a rejeté cet argument. Les experts ont unanimement reconnu que Vance était responsable et capable de comprendre la nature de ses actes. De plus, le niveau de planification démontré dans chaque épisode excluait la thèse de l'affect. Arthur n'a pas reconnu sa culpabilité. Il n'a pas nié les faits, il
a simplement refusé de parler. Pendant toute la durée du procès, il n'a pas prononcé un seul mot, ni pour sa défense, ni à l'adresse de l'accusation, ni à l'adresse des familles des victimes. Il est resté assis dans la salle d'audience, dans la même position que lors de l'interrogatoire, immobile, le dos droit, le regard fixe. Le jury a rendu son verdict après 4 heures de délibération. Coupable des 5 chefs d'accusation, le juge a prononcé une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La réaction de la société s'est avérée étonnamment ambiguë. Les familles des victimes ont réclamé la peine de mort et ont intenté des poursuites civiles contre Vance. Mais à Bridgeport et dans les quartiers ouvriers de tout le comté, l'attitude était différente. Plusieurs journaux locaux ont publié des articles sur la façon dont la déclaration d'Arthur avait été ignorée par la police. Les journalistes ont soulevé la question suivante: si l'affaire Emily Vance avait fait l'objet d'une enquête en 1991, ces 5 personnes seraient-elles encore en vie? La réponse n'a pas été donnée. Mais la question reste posée. Après le procès, une enquête interne a été menée au commissariat de police de Bridgeport. Les résultats n'ont pas été rendus publics. Cependant, au cours des 2 années suivantes, de nouvelles procédures ont été mises en place dans le comté de Fairfield pour traiter les plaintes pour crimes violents, notamment la vérification croisée obligatoire des plaintes en suspens en cas d'apparition d'une série d'incidents. Le détective Corrigan a été promu et muté au service des enquêtes sur les crimes en série de l'État du Connecticut. Emily Vance est restée dans la même maison. Sa cousine d'Arthur, originaire de Stratford, a obtenu sa garde. Selon les services sociaux, l'état d'Emily n'a pas changé. Elle ne parlait toujours pas. Elle ne réagissait toujours pas lorsqu'on l'appelait par son nom. Elle continuait à se réfugier dans un coin dès qu'elle voyait du métal brillant. Arthur lui écrivait des lettres depuis la prison, chaque semaine, sans exception. Elle ne les a jamais ouvertes. Arthur Vance est mort dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité en 2014, cause du décès, arrêt cardiaque. Il avait 68 ans. Il n'a plus jamais parlé, ni à ses avocats, ni aux psychologues, ni aux journalistes qui lui ont demandé des dizaines d'interviews. La seule chose que l'on a trouvée dans sa cellule après sa mort était une photo d'Emily à l'âge de 5 ans et un étui à couteau en cuir. Vide. Cette affaire est terminée. Mais l'ombre qu'elle a laissée s'est avérée plus longue que le verdict, car la justice n'est pas toujours la loi. Parfois, c'est simplement une question à laquelle personne n'a voulu répondre à temps. « 14 des hommes les plus riches d'Amérique sont morts de la même façon. Pas par balle, ni par le poison. Ils ont été étouffés par leur dignité personnelle, au sens propre du terme. À Miami, dans les années 90, on l'appelait Bolly. Visage parfait, un corps parfait, l'alibi parfait. Pendant que la police recherchait une bande de voyous colombiens en faisant passer les corps pour des guerres de la drogue, elle finissait tranquillement son champagne et choisissait sa prochaine victime lors d'un dîner de bienfaisance. Le 23 octobre de l'année 1994, Ronald Hampton se réveille à 6h15 du matin, comme tous les jours depuis 23 ans. Il avait 58 ans, un agent de change, une de ces personnes dont le nom n'apparaît pas dans les journaux, mais dont la voix au téléphone peut faire varier le cours des actions d'un demi-cent. 3 divorces, 2 fils adultes qui n'appelaient qu'à Noël, un manoir à Coral Gables, avec vue sur la baie. Voilà comment il appelait sa vie. Ce matin-là, il a passé 40 minutes sur le tapis roulant, a bu une boisson protéinée qu'il détestait et a regardé les rapports des marchés asiatiques. Tokyo avait clôturé dans le positif. Cela signifiait une bonne journée. À 9h, il est assis dans son bureau au 42e étage de la Bank of America Tower. 4 écrans, 6 lignes téléphoniques, une vue sur Miami qui lui coûtait $80 000 par an, rien qu'en loyer. Ronald Hampton avait l'habitude de tout contrôler. Ce soir-là, il a un rendez-vous, le genre de rendez-vous dont on ne parle pas à ses collègues. Il l'avait rencontrée 3 semaines plus tôt lors d'un dîner de charité au profit de l'hôpital pour enfants de Miami. Elle s'est présentée comme Isabella, la fille d'un diplomate vénézuélien dont la famille a tout perdu après un nouveau coup d'État. Un accent qu'elle prenait soin de cacher. Robe Versace, des diamants aux oreilles, des vrais. Il pouvait faire la différence. Et des yeux qui le regardaient comme s'il était le seul homme dans la pièce. Ronald Hampton n'était pas un homme stupide. Il savait que les belles femmes ne regardaient certes pas les hommes de 58 ans comme ça pour rien. Mais il s'en fichait. Il pouvait se le permettre. 3 réunions en 3 semaines. Des dîners dans des restaurants où il fallait réserver 1 mois à l'avance. Des conversations sur l'art qu'il ne comprenait pas, mais qu'il prétendait comprendre. Et son rire,
calme, mélodieux, conçu pour donner aux hommes l'impression d'avoir de l'esprit. C'est ce soir-là qu'elle a accepté pour la première fois de venir chez lui. Sa femme de ménage est partie à 6 heures. Le garde à l'entrée du village fait un signe de tête à la Mercedes noire qui se présente à la porte à 8h30. Au volant, une belle hispanique, le genre de femme que l'on voit souvent ici. Des gens riches, des habitudes riches. Ronald l'a accueillie à la porte. Elle portait une robe rouge et des gants de soie jusqu'au coude. Elle expliqua que cela faisait partie du look, une sorte de jeu. Il trouve cela excitant. Il a été vu vivant pour la dernière fois cette nuit-là. La caméra du portail a enregistré la Mercedes noire, quittant le village à 0h47. Il y avait encore une femme au volant. Elle n'est pas pressée. La gouvernante a trouvé le corps le lendemain matin. Elle travaillait dans la maison depuis 11 ans et en avait vu de toutes les couleurs. Mais lorsqu'elle a ouvert la porte de la chambre, elle a crié si fort que les voisins ont appelé la police avant même qu'elle ait pu composer le numéro. Ronald Hampton était allongé sur le lit, attaché à la tête de lit, avec ses propres cravates Hermès. La cause de la mort, qui a été enregistrée plus tard par le pathologiste, a été formulée dans un langage médical sec, asphyxie due à l'obstruction des voies respiratoires par un corps étranger. Les documents officiels ne précisent pas de quel type de corps il s'agit, mais les inspecteurs qui travaillaient sur les lieux ont immédiatement compris. Ce n'était pas le premier corps de ce type à Miami au cours des 2 dernières années. Et comme ils commençaient à le soupçonner, ce ne serait pas le dernier. Pendant des mois, la police a été convaincue que les cartels colombiens étaient derrière tout cela. Un meurtre rituel, un message aux débiteurs. Après tout, le Miami des années 90 était leur ville. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les cartels. Les cartels ne laissent pas une coupe de champagne inachevée sur la table de nuit et des traces de rouge à lèvres sur le rebord. Les cartels ne viennent pas chercher des rendez-vous 3 semaines avant le meurtre. Les cartels ne sentent pas le parfum Chanel numéro 5. La personne qui a fait cela est quelqu'un d'autre. Il faudra encore 3 ans et 11 cadavres aux détectives de Miami pour découvrir qui exactement. Son vrai nom est Catalina Vasquez. Les rapports de police la désignent comme le sujet numéro 1. Les tabloïds l'ont appelée Silicon Sirène. Mais le surnom qui est resté, celui qu'elle s'est choisi, était différent. Bolly. Elle est née à Bogota en 1968. Dans un quartier où les eaux usées coulaient dans les rues et où les enfants jouaient parmi des tas d'ordures. Son père avait disparu avant sa naissance, un de ces milliers d'hommes qui ne laissent derrière eux qu'un nom sur un acte de naissance et rien d'autre. La mère de Catalina, Gloria Vasquez, travaillait 14 heures par jour dans une usine textile. Cela leur permettait d'acheter du riz, des haricots et un toit, une chambre dans le bidonville qu'ils partageaient avec 2 autres familles. En 1976, alors que Catalina a 8 ans, Gloria prend une décision qui va tout changer. Elle a vendu tout ce qu'il possédait, y compris l'alliance de sa grand-mère, et a acheté 2 billets de bus pour Carthagène, d'où elle est passée clandestinement aux États-Unis. Le rêve américain. 2 mots qui font traverser les océans. Ils se sont installés à Miami, une ville où l'on entendait plus souvent l'espagnol que l'anglais, où les immigrants latinos pouvaient trouver du travail sans papier et où la richesse était si proche de la pauvreté qu'on pouvait les voir simultanément d'une même fenêtre. Gloria a trouvé un emploi de femme de ménage dans un manoir de Coral Gables, une de ces maisons blanchies à la chaux derrière, des grilles en fer forgé, avec des piscines nettoyées tous les jours et des pelouses taillées comme des tapis.
Le propriétaire s'appelait Richard Manning, 62 ans, veuf, ancien propriétaire d'une chaîne de concessionnaires automobiles. Il avait vendu l'entreprise et vivait des intérêts. Catalina le voyait tous les jours lorsque sa mère l'emmenait au travail. Il était dangereux de laisser une fillette de 8 ans seule dans leur quartier. Elle s'asseyait dans la cuisine pour faire ses devoirs pendant que sa mère lavait les sols à l'étage. Parfois, Monsieur Manning descendait et lui offrait un biscuit. Il souriait et l'appelait Petite Princesse. Catalina se souvient de ses mains, douces, pigmentées, sentant l'après-rasage de luxe. Plus tard, dans les dossiers, les psychiatres noteront que c'est au cours de cette période que les premiers schémas de son comportement futur ont commencé à se former. Elle a grandi en voyant des contrastes, des sols en marbre et leurs chambres louées avec des cafards, un réfrigérateur rempli de nourriture que personne ne mangeait et leur dîner de haricots en boîte. L'homme qui possédait tout et sa mère qui tenait la maison 6 jours par semaine pour $300 par mois. Catalina était une enfant tranquille. À l'école, les professeurs disaient qu'elle était studieuse et renfermée. Elle ne se faisait pas d'amis, non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle ne voulait pas. Elle était plus à l'aise en tant qu'observatrice. Ses camarades de classe semblaient stupides et bruyants. Elle préférait les livres, surtout ceux où des filles pauvres épousaient des hommes riches et obtenaient tout ce qu'elles méritaient. À l'âge de 12 ans, elle a compris comment le monde fonctionne. Il y a des preneurs et il y a ceux qui prennent. Sa mère faisait partie de ces derniers. Catalina a décidé qu'elle ferait partie des premiers. À l'âge de 13 ans, le premier incident qui aurait pu être considéré comme un signal d'alarme, si quelqu'un y avait prêté attention, s'est produit. Un camarade de classe nommé Tommy Richardson, fils d'un avocat habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, a commencé à lui tirer les cheveux. Ses cheveux allaient teinter et à la traiter de sale mexicaine pendant la récréation. Catalina l'a supporté pendant 3 semaines. Puis pendant le cours de travail, elle a accidentellement renversé une boîte de colle chaude sur la main de Tommy. Brûlure au 2e degré. Sa mère a été appelée à l'école. Catalina a pleuré et a dit que c'était un accident. Elle a pleuré de manière si convaincante qu'ils l'ont cru. Bien des années plus tard, lors d'un interrogatoire, elle admet que c'est la première fois qu'elle s'est sentie maîtresse de la situation. Pas la colère, pas la vengeance, le contrôle, la réalisation froide et calme qu'elle pouvait blesser quelqu'un qui le méritait et rester impunie. Elle aime cette sensation. À l'âge de 15 ans, Catalina était passée d'une jeune fille tranquille à une belle jeune femme. Elle le savait. Elle voyait la façon dont les hommes la regardaient, y compris les amis de Monsieur Manning qui venaient à ses barbecues. Leur regard s'attardait sur elle plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Elle avait appris à s'en servir. Un sourire au bon moment, un toucher désinvolte, un regard sous les cils. Mère n'a rien remarqué. Elle était trop fatiguée pour s'en rendre compte. Gloria Vasquez travaille pour Richard Manning depuis 7 ans. Elle arrivait à 6h du matin et partait à 8h du soir. Elle connaissait chaque recoin de cette maison mieux que sa propre chambre et elle ne s'est jamais plainte, même lorsque M. Manning a commencé à la garder après le travail pour des missions spéciales. Catalina l'a découvert par hasard. Elle avait 16 ans. Elle est allée chercher sa mère au manoir parce qu'elle ne répondait pas au téléphone. La porte de derrière était ouverte. Elle est entrée. Ce qu'elle a vu dans le salon ne nécessite aucune explication. Sa mère est à genoux. Monsieur Manning est dans le fauteuil, avec la même expression sur le visage que celle avec laquelle il avait un jour offert un biscuit à Catalina. Catalina n'a pas crié, elle ne s'est pas enfuie. Elle est restée dans l'embrasure de la porte et a regardé jusqu'à ce que sa mère l'aperçoive. Ils n'ont pas parlé ce soir-là,
ni cette nuit-là, ni la suivante. Gloria a continué à aller au travail. Catalina a continué à aller à l'école. Toutes deux ont fait comme si rien ne s'était passé. Mais certaines choses ont changé. Catalina commence à tenir un journal. D'une écriture soignée, en espagnol, elle note les dates et les heures où sa mère rentre plus tard que d'habitude. Elle note les noms des hommes qui viennent au manoir Manning. Elle note les plaques d'immatriculation de leur voiture. Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait. Elle pensait simplement que cela lui serait utile un jour. Le 7 mars 1986, Gloria Vasquez n'est pas rentrée chez elle. Catalina avait 17 ans et 4 mois. Elle a attendu sa mère jusqu'à minuit, puis 2 heures du matin, puis l'aube. Le téléphone de leur chambre était silencieux. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle le sentait, comme on sent l'air à l'approche d'un orage. À 6 heures du matin, elle se rend à Coral Gables. La police est déjà sur place. 2 voitures de patrouille à la porte. Le ruban jaune qu'elle a vu tant de fois dans les films. L'officier lui a dit qu'elle ne pouvait pas entrer. Elle a dit que sa mère travaillait ici. Il l'a regardée avec une expression qu'elle n'oublierait jamais. Un mélange de pitié et d'investissement d'un disait fa quand on sait ta un poumon en et c'est non so ada disait travaillait. Gloria a été retrouvée dans la salle de bain de la femme de ménage au rez-de-chaussée. Décision officielle, suicide. Elle s'est ouvert les veines avec un couteau de cuisine. Du sang a été retrouvé sur le sol, sur les murs, sur sa blouse de travail qu'elle n'a jamais enlevée. Il n'y avait pas de notes. Richard Manning a fait une déclaration à la police le jour même. Il avait l'air choqué. Il a déclaré que Gloria était une excellente employée, qu'il avait remarqué qu'elle était déprimée ces derniers temps, mais qu'il n'y avait pas réfléchi, qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé, qu'il était prêt à payer les funérailles en signe de bonne volonté. L'affaire a été clôturée en 1 semaine. Catalina a assisté à l'enterrement. 9 personnes, elle, le prêtre, 2 voisins et 5 connaissances de sa mère, les salles à l'église. Le cercueil était le moins cher possible, celui que M. Manning avait payé. Il n'a pas assisté aux funérailles lui-même. Après la cérémonie, Catalina retourne dans leur chambre. Elle s'assit sur le lit de sa mère. Elle n'a pas pleuré, car elle n'avait plus de larmes depuis 3 jours, à la morgue, lorsqu'elle avait dû identifier le corps. Elle s'est assise et a regardé le mur. Puis, elle a sorti le journal de sa mère. Gloria tenait aussi des registres. Catalina ne le savait pas. Un mince cahier à carreaux caché sous le matelas. Une écriture espagnole et familière. 10 ans. Monsieur Manning a violé sa mère pendant 10 ans. Depuis 1976. Depuis le premier mois de travail. Gloria a tout décrit. Les dates, les menaces, ses paroles. Comment il avait dit qu'il l'expulserait si elle ouvrait la bouche. Comment il a dit qu'il lui enlèverait sa fille. Comment il avait dit que personne ne croirait une sale étrangère en situation irrégulière contre un homme d'affaires américain respecté. Et il avait raison. Personne ne l'aurait cru. La dernière entrée est datée du 6 mars, la veille de sa mort. Gloria a écrit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était fatiguée, que son seul regret était que sa fille doive vivre dans un monde où des hommes comme Richard Manning gagnaient toujours. Catalina a lu ces mots encore et encore, jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans sa mémoire. Cette nuit-là, quelque chose a changé en elle. Ce n'était pas une décision, mais plutôt une prise de conscience. C'était comme si toute sa vie, elle avait regardé le monde à travers un verre trouble, et que maintenant le verre s'était brisé, et que pour la première fois, elle voyait tout clairement. Sa mère était bonne, travailleuse, patiente. Elle faisait tout ce qu'il fallait, et ça l'a tuée. Richard Manning était un prédateur. Il prenait ce qu'il voulait, quand il voulait, à qui il voulait. Il ne sera jamais puni.
La police a classé l'affaire. Il n'y aura pas de justice. Si le système ne fonctionne pas, vous devez devenir le système lui-même. Catalina n'est pas allée chez Manning ce soir-là. Elle était plus intelligente que cela. Elle avait compris qu'une jeune fille de 17 ans avec un couteau de cuisine, ce n'était pas la justice. C'était un article de journal d'une demi-page et une condamnation à perpétuité. Elle décide d'attendre. Dans les mois qui suivent, elle travaille comme serveuse dans un restaurant pour payer sa chambre. Elle obtient son diplôme de fin d'études secondaires avec mention. Elle a mis de côté chaque dollar de pourboire et elle a regardé. Elle étudie les hommes riches qui entrent dans le restaurant, leurs costumes, leurs montres, la façon dont ils s'adressaient aux serveurs. Elle a mémorisé la façon dont ils regardaient les serveuses, avec appréciation, possessivité, comme s'il s'agissait de choses à acheter. Elle a réalisé que M. Manning n'était pas une exception, il était la règle. Elle a donc décidé que si le monde était fait pour les prédateurs, elle deviendrait elle aussi un prédateur. Elle ne chassera que ceux qui ont l'habitude d'être eux-mêmes des chasseurs. 1 an plus tard, elle a commencé sa transformation. Tout ce qu'elle a gagné. En Elle l'a investi en elle-même. Cours d'étiquette, des cours d'anglais sans accent, un cours d'histoire de l'art à l'université locale, un abonnement à la salle de sport, des vêtements d'occasion. Mais les bons vêtements, des bonnes marques, à 20 ans, Catalina Vasquez avait l'air d'une personne différente. À 22 ans, elle l'était. Elle n'était plus la fille pauvre d'un nettoyeur. Elle était Isabella, ou Valérie, ou Camilla. Les noms changeaient en fonction du client. Escorte d'élite, GFE, Girlfriend Experience, $10 000 par nuit. Les clients l'ont trouvée grâce à des recommandations fermées, banquiers d'investissement, producteurs d'Hollywood, propriétaires immobiliers, les hommes qui ressemblent à Richard Manning. Elle a pris son temps. Les 3 premières années, elle a travaillé, gagné, construit sa réputation. Sans faille, discrète, une réputation qu'elle n'avait pas honte de montrer en public et qui ne l'ennuyait pas en privé. Et puis, au printemps de l'année 1992, elle alla commencer. La première victime est Richard Manning. Il avait 78 ans. Il ne sortait presque plus de chez lui. Arthrite, diabète, début de démence. La vieillesse est arrivée pour lui, comme pour tout le monde, mais pas assez vite. Catalina l'a appelé en se faisant passer pour une employée d'une société de nettoyage. Elle lui dit qu'elle peut lui envoyer une fille pour faire le ménage, car il vit seul depuis longtemps, après le départ de sa dernière femme de ménage. Il ne reconnaît pas sa voix. 12 années se sont écoulées. Elle est venue à lui de son propre chef, en uniforme de femme de ménage, avec un seau et une serpillière. Il a ouvert la porte et l'a regardée d'un œil critique, par habitude, comme il avait autrefois regardé sa mère. Il n'a jamais réalisé qui elle était, même à la fin, quand elle s'est penchée sur lui et a murmuré le nom de sa mère, il n'y avait que de la peur dans ses yeux. Pas de reconnaissance, juste une peur animale. Cela lui suffit. Après Manning, elle n'a pas ressenti de soulagement mais un vide. Comme si quelque chose qui l'avait retenu pendant les 12 dernières années l'avait enfin lâché. Elle avait pensé s'arrêter là, mais elle s'est trompée. Après avoir tué l'homme qui avait tué sa mère, elle n'était pas rassasiée. Elle s'est aperçue que sa faim ne faisait que croître, parce que Richard Manning n'était qu'un homme parmi des milliers d'autres. Un des millions d'hommes qui croient que l'argent leur donne le droit de prendre tout ce qu'ils veulent. Elle a décidé de leur montrer qu'ils avaient tort. Son rituel, celui que les pathologistes décriront plus tard dans un langage médical aride, n'est pas né immédiatement. Il a pris forme dès le 2e meurtre. Un symbole, un message, les priver de ce dont ils étaient si fiers, les réduire
au silence avec le même instrument qu'ils utilisaient pour dominer. Justice poétique. C'est ainsi qu'a commencé une chasse qui allait durer 5 ans et coûter la vie à 14 personnes. Catalina Vasquez a tué 14 hommes entre 1992 et 1997, tous riches, tous âgés de 45 à 65 ans, tous retrouvés chez eux avec la même écriture. La police de Miami a attribué à l'affaire le nom de code Castrate. La presse n'en a rien su. Les détectives ont gardé les détails secrets afin d'éliminer les faux aveux. Sa méthode est d'une précision chirurgicale. La traque commence 3 à 4 semaines avant le meurtre. Catalina apparaissait partout où il y avait de l'argent à gagner. Ventes aux enchères de charité, soirées privées à Miami Beach, zone VIP des casinos. Elle n'approchait personne en premier, elle préparait le terrain pour qu'il l'approche. La bonne nuance de robe, un regard qui s'attarde une seconde de plus. Une solitude qui ressemblait à de l'indépendance, pas à du désespoir. Les hommes ont choisi de se victimiser. Elle privilégie un certain type de personnes, mariées ou divorcées, habituées à payer pour avoir de la compagnie, convaincus que l'argent leur donne droit à tout. Ceux qui ne parleraient pas à leurs amis d'une nouvelle connaissance. Ceux qui n'éveilleraient pas pourtant pas les soupçons s'ils disparaissaient pour la soirée. Les premières rencontres étaient toujours publiques. Restaurants, théâtre, galeries. Elle construit la confiance en feignant l'admiration pour leurs histoires, en riant à leurs blagues, en leur touchant la main au bon moment. Au bout de la 3e ou 4e réunion, ils l'invitaient eux-mêmes. S'ensuit un scénario rodé jusqu'à l'automatisme. Le champagne qu'elle a apporté. Une conversation de plus en plus intime. La proposition d'essayer quelque chose de nouveau. Un léger bondage, un jeu de pouvoir et de soumission. Les hommes acceptent presque toujours. Leur ego ne leur permet pas de refuser ce que la belle femme leur propose. Lorsqu'ils étaient attachés au lit, elle sortait une seringue, un mélange de kétamine et de myorelaxant. La victime reste consciente, voit tout, sent tout, mais ne peut ni bouger, ni crier. Paralysie avec pleine conscience. La suite n'a pas pris plus d'un quart d'heure. Elle mettait toujours de la musique, classique, forte, pour étouffer les bruits. Elle travaillait toujours avec des gants de soie, une partie de l'image, comme elle l'expliquait au préalable, et en même temps une protection contre les empreintes digitales. Elle ne prenait que de l'argent liquide, pas de bijoux, pas de carte de crédit, rien qui puisse être tracé, et elle laissait toujours un autographe. Les pathologistes ont fait le même constat, la cause du décès est l'asphyxie, le mode opératoire est l'obstruction des voies respiratoires. Et l'obstruction des voies respiratoires par un fragment de tissu mou, grossièrement séparé de la partie inférieure du corps de la victime. Elle les faisait littéralement s'étouffer avec quelque chose dont ils étaient si fiers. La police de Miami suivait une fausse piste depuis des années. L'écriture semblait trop violente pour un solitaire. La mutilation rituelle ressemblait aux méthodes des cartels colombiens. La cravate colombienne, un message adressé aux débiteurs et aux traîtres. Les ayants ont cherché des liens entre les victimes et le trafic de drogue. Certaines avaient des contacts douteux. Dans le Miami des années 90, c'était presque inévitable pour les personnes très fortunées. Le FBI est intervenu après le 5e meurtre. Les profileurs ont établi un profil gang hispanique, au moins 3 ou 4 hommes, agissant probablement sur commande. Ils recherchaient des hommes. Personne ne cherchait une femme. Catalina a suivi l'enquête. Elle lit les journaux, regarde les informations, passe même parfois devant les maisons où travaillent les policiers. Elle aimait voir leur impuissance. Elle aimait savoir qu'elle était plus intelligente. Chaque année, elle s'enhardit. Les premières victimes se trouvaient à Miami, puis Palm Beach, Fort Lauderdale. En 1995, elle s'est étendue à Los Angeles.
différents États, différentes juridictions, les bases de données de la police étaient à peine synchronisées dans ces années-là. Il était presque possible de relier les affaires entre elles. Elle a également commencé à faire monter les enchères. La 9e victime est un agent d'Hollywood. La 11e est un membre du Congrès à la retraite. Chaque victime était plus riche et plus puissante que la précédente. Le risque s'accroît et cela l'excite. En 1997, elle avait tué 13 personnes. Pas une seule piste, pas un seul témoin, pas une seule erreur. C'est alors qu'elle a rencontré Howard Lynch. 14e victime. 61 ans. Producteur de films indépendants. 3 nominations aux Oscars. Un manoir de 12 millions de dollars à Bel Air. Et une petite chose que Catalina ne savait pas. Howard Lynch était paranoïaque. Il a installé des caméras cachées dans toute la maison, y compris dans la chambre à coucher. La caméra était cachée derrière un miroir sans teint. Il enregistrait tous ses invités, toutes les réunions, toutes les nuits. Une collection de cassettes VHS dans un coffre fort, dont même sa femme de ménage ignorait l'existence. L'assurance, comme il l'appelait. Catalina a vérifié la maison avant de commencer. Elle vérifiait toujours les systèmes de sécurité, les témoins éventuels, les voies d'évacuation. Mais elle cherchait des personnes et des alarmes. Elle ne cherchait pas de caméra. Le 18 novembre 1997, elle a fait ce qu'elle avait fait 13 fois auparavant. Et le miroir regardait. Le corps de Howard Lynch a été retrouvé le 20 novembre, 2 jours après le meurtre. Femme de ménage, comme d'habitude, la même que les 13 fois précédentes. Mais les choses se sont passées différemment à partir de là. L'inspecteur Michael Santiago, de la police de Los Angeles, remarque un coffre-fort dans le bureau de Lynch. La procédure habituelle consiste à en vérifier le contenu. À l'intérieur se trouvaient des documents, de l'argent liquide et une boîte en carton contenant 23 cassettes VHS. Chacune porte une date et le nom d'une femme. Santiago a décidé de regarder celle datée du 18 novembre. Enregistrement noir et blanc, granuleux, vu de derrière un miroir. Chambre à coucher de Lynch. Une femme en robe rouge et gants de soie. Tout ce qui s'est passé ensuite a été enregistré du début à la fin. Mais l'essentiel s'est passé après. Une fois la séance terminée, la femme s'est tournée vers le miroir. Elle enlève ses gants à ses bois, y gants conscientes. Elle a coupé les parties génitales de ses fils pour les protéger à jamais du péché et leur garantir une place au paradis. Le 4 juillet 1996, Elijah Whitehead a eu 25 ans. Il était couché dans un berceau en bois, fabriqué à partir de planches provenant d'une vieille grange. Le berceau était énorme, mesurant près de 2 mètres de long, et se balançait sur de grosses cordes attachées aux poutres du plafond. Il tenait un hochet dans ses mains. Sur la tête, il portait un bonnet en coton jauni avec un volant en dentelle. Il ne savait pas quel jour on était. Il ne savait pas que c'était l'été dehors. Il ne savait pas qu'il avait 25 ans. Pour lui, le temps s'était arrêté quelque part, entre le lait maternisé du petit déjeuner et la berceuse du soir. Il y a 13 ans, tout était différent. En 1983, Elijah, âgé de 12 ans, allait à l'école. Il aimait le baseball et les bandes dessinées Superman. Le samedi, son père l'emmenait pêcher au lac Harmon et ils rentraient à la maison avec leur prise, sentant la vase et la fumée du feu de camp. À l'époque, sa mère souriait encore. Elle préparait une tarte aux pommes et l'appelait « mon petit homme ». Puis, mon père a disparu. Officiellement, il s'agit d'un accident agricole. Un tracteur qui s'est renversé dans un ravin. Un cercueil fermé lors des funérailles. Aucune question de la part du shérif. Après cela,
sa mère a cessé de laisser Elijah sortir de la maison. D'abord pendant 1 semaine, puis pendant 1 mois. Ensuite, l'école a fermé définitivement. Elle disait que le monde extérieur était plein de saleté, que les hommes étaient des vases de péché, que son père brûlait en enfer parce qu'il n'avait pas su maîtriser sa nature, qu'elle était la seule à pouvoir sauver son fils du même sort. Le jour de son 12e anniversaire, Elijah a reçu un cadeau. Sa mère l'a réveillé à l'aube, l'a emmené dans la cave et l'a attaché à une table. Elle lui a dit qu'aujourd'hui, il cesserait d'être esclave de la chair, qu'elle allait extirper le péché de son corps comme on retire une pomme pourrie d'une corbeille, que cela ferait mal, mais que la douleur était le prix à payer pour entrer au paradis. Elle tenait un couteau de cuisine dans ses mains. Après, il a passé 1 semaine dans le brouillard avec de la fièvre et des délires. Il a demandé à son père, il a demandé qu'on l'emmène chez le médecin, mais son père n'était plus là. Et à la place du médecin, c'est sa mère qui est venue avec un bol de bouillon trouble et une prière pour qu'il se se purifie rapidement. Quand il a survécu, et il a miraculeusement survécu, elle a dit qu'il était désormais son ange, pur, asexué, protégé de toutes les tentations du monde. On lui a donné de nouveau une combinaison pour enfants, trop grande pour lui. Une nouvelle alimentation, uniquement des préparations lactées et des bouillies mixées. Un nouvel emploi du temps, levé et couché à son signal, pas un mot, sans sa permission. On lui a interdit de parler. Au début, on le punissait pour chaque mot. Puis, il a tout simplement oublié comment faire. Les années passaient, il grandissait, mais seulement physiquement. Son esprit était resté figé quelque part dans ce sous-sol, sur cette table, le jour où sa mère avait décidé de faire de lui un ange. Parfois, dans de rares moments d'éclaircissement, il se souvenait de l'odeur du lac Harmon, du rire de son père, du goût de la tarte aux pommes. Mais ces souvenirs s'estompaient peu à peu, jusqu'à devenir de pâles ombres, des fragments d'une vie étrangère qui n'était peut-être qu'un rêve. À 25 ans, Elijah Whitehead pesait 47 kilos. Il ne savait pas lire, alors qu'il en était capable autrefois. Il ne reconnaissait pas son reflet dans le miroir. Il ne comprenait pas ce qu'était l'extérieur. Il ne connaissait que son berceau, son hochet, son biberon et la voix de sa mère, qui, chaque soir, lui murmurait à l'oreille les mêmes mots. « Tu es pur, tu es mon ange, tu es sauvé. » Ce matin-là, le 4 juillet, alors qu'Elijah se balançait dans son berceau, sans se douter que c'était son anniversaire, son petit frère Isaac se préparait à s'enfuir. Il avait 16 ans, et contrairement à Elijah, il se souvenait encore de ce qu'était l'extérieur. Esther Mary Holloway est née en 1949 dans une petite ville à la frontière entre l'Ohio et la Virginie occidentale. Son père était un prédicateur itinérant, l'un de ceux qui parcouraient les communautés rurales avec une Bible usée et une voix forte, promettant le salut à ceux qui étaient prêts à perpommer. Écoutez, sa mère est morte en couche, Esther est devenue l'unique enfant dans une maison où il n'y avait pas de femme, seulement son père et sa foi. Le révérend Holloway a élevé sa fille, selon son propre système. Il croyait que le corps humain était un réceptacle du péché et que la chair était le principal ennemi de l'âme. Il n'y avait ni télévision ni radio dans la maison. Le père a retiré les miroirs lorsqu'Esther se regarder soi-même était de la vanité et que la vanité menait en enfer. Chaque matin commençait par 3 heures de prière. Chaque soir se terminait par la lecture en haute voix des Écritures, jusqu'à ce que la voix se brise. La nourriture était maigre. Mon père pensait que la faim purifiait l'esprit et rapprochait de Dieu. Esther ne fréquentait pas l'école ordinaire.
Son père lui enseignait lui-même, mais seulement ce qu'il jugeait nécessaire. Elle connaissait par cœur le livre du Lévitique et toutes les épîtres de l'apôtre Paul, mais elle ne savait pas à quoi ressemblait une carte du monde. Elle ne savait pas qui était le président. Elle ne savait pas qu'il existait des enfants qui jouaient dans la cour, riaient et mangeaient des glaces juste comme ça, sans raison et sans permission. Quand elle a eu 11 ans, son corps a commencé à changer. Son père l'a remarqué avant elle. Il a dit qu'un démon s'était emparé d'elle, que le sang qui allait bientôt apparaître était la marque du diable, que la seule façon de se protéger était de tuer la chair avant qu'il ne soit trop tard. Les purges ont commencé. Des bains glacés en plein hiver, des journées sans nourriture, des heures à genoux, sur le sol humide de la cave, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Son père se tenait à côté d'elle et récitait des prières, tandis que ses lèvres, bleuies par le froid. Quand elle eut 13 ans, il alla plus loin. Une nuit, il est entré dans sa chambre. Il a dit qu'il devait vérifier si un démon ne s'était pas emparé d'elle, que c'était son devoir de père de s'assurer qu'elle restait pure. Esther n'a jamais raconté à personne ce qui s'est passé ensuite, pas une seule fois dans toute sa vie. Elle a simplement fermé cette porte dans sa mémoire et ne l'a jamais rouverte. Mais quelque chose est resté, la conviction que la nature masculine est une malédiction, que le corps masculin porte en lui un mal impossible à contrôler, que la seule façon de sauver un homme de lui-même est de lui retirer ce qui fait de lui un homme. Cette idée n'est pas apparue immédiatement. Elle a mûri pendant des années, lentement, comme une tumeur. À 18 ans, Esther s'est enfuie de chez elle. Son père était alors devenu aveugle à cause du diabète et ne pouvait pas la retenir. Elle est arrivée à Cincinnati, a trouvé un emploi de femme de ménage dans un hôpital et a loué une chambre dans une pension pour femmes. Elle essayait de vivre comme tout le monde. Elle allait à l'église, une église normale, pas comme celle de son père. Elle a appris à sourire, elle a appris à parler du temps et du prix du lait. En apparence, elle semblait normale, mais à l'intérieur, tout était resté pareil. Chaque nuit, elle faisait le même rêve. Son père entrait dans sa chambre et elle ne pouvait pas bouger. Chaque fois que l'homme la regardait trop longtemps, elle avait la nausée. À 27 ans, elle rencontra Harold White. Il était fermier. Il s'est fermier dans le comté de Clermont. Calme, taciturne, avec des mains rugueuses et des yeux bienveillants. Il ne la regardait pas comme les autres hommes, il n'essayait pas de la toucher. Lors de leur premier rendez-vous, il s'était simplement assis en face d'elle et était resté silencieux, et ce silence avait semblé rassurant à Esther. Ils se sont mariés 4 mois plus tard. Les premières années ont été presque normales. La ferme, le ménage, le calme. Harold travaillait dans les champs, Esther s'occupait de la maison. Elle s'était presque convaincue que le passé était derrière elle, qu'elle était une femme ordinaire menant une vie ordinaire. Puis Elijah est né. Quand Esther a pris son fils dans ses bras pour la première fois, quelque chose a bougé en elle. Elle regardait son petit corps, son visage, l'espace entre ses jambes, et elle ressentait de la peur, pas de l'amour, pas de la tendresse, de la peur. Elle voyait en lui l'homme de son avenir. Et selon elle, un homme, c'est quelqu'un qui entre dans ta chambre la nuit, quand tu ne peux plus bouger. Mais tant qu'Elijah était bébé, elle s'en sortait, elle le nourrissait, le baignait, le couchait. Elle faisait tout ce que font les mères. Seulement, elle ne le regardait jamais dans les yeux trop longtemps. 5 ans plus tard, Isaac est né. Et tout s'est répété. La même peur, la même nausée, la même pensée. Harold ne remarquait rien. Ou faisait semblant de ne rien remarquer. Il rentrait fatigué des champs, dînait en silence, puis allait se coucher. Il essayait parfois de s'approcher de sa femme, mais elle le repoussait et il reculait. Les années passèrent ainsi. Et puis...
En 1980, quelque chose a changé. Eliage avait 9 ans. Un soir, Esther entra dans sa chambre sans frapper et le vit debout devant le miroir, sans vêtements. Il regardait simplement son corps, comme le font tous les enfants de son âge. Mais Esther vit autre chose. Elle vit son père. Elle revit cette nuit-là. Elle revit tout ce qu'elle essayait d'oublier. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise dans la cuisine et regarda dans l'obscurité derrière la fenêtre. La voix de son père résonnait dans sa tête. La nature masculine est une malédiction. Il faut l'éradiquer avant qu'il ne soit trop tard. Elle comprit ce qu'elle devait faire, mais il fallait d'abord éliminer l'obstacle. Le 12 octobre 1980, Harold Whitehead est mort. Selon la version officielle, il s'agit d'un accident. Le tracteur sur lequel il travaillait s'est renversé dans un ravin à l'extrémité de la ferme. Son corps n'a été retrouvé que 2 jours plus tard. À ce moment-là, il était déjà difficile de déterminer la cause exacte du décès. L'enquête a duré 1 semaine. Le shérif du comté, Roy Hammond, âgé de 70 ans, s'est rendu en personne à la ferme. Il a posé plusieurs questions à Esther où elle se trouvait, le jour où elle a vu son mari pour la dernière fois, s'il avait des problèmes de santé. Esther répondit calmement. Elle dit que son mari était parti tôt le matin pour aller au champ, qu'elle l'avait attendu pour le dîner, mais qu'il n'était pas rentré, qu'elle ne s'était inquiétée que le lendemain. Le shérif la regarda longuement. Puis il regarda les 2 garçons, Elijah, 9 ans, et Isaac, 4 ans, qui étaient assis à la table de la cuisine et restaient silencieux. Il a noté quelque chose dans son carnet, a hoché la tête et est parti. L'affaire a été classée comme accident. Personne ne s'est demandé pourquoi le système de freinage du tracteur était tombé en panne précisément ce jour-là. Personne n'a remarqué que les flexibles de frein n'étaient pas déchirés, mais soigneusement sectionnés. Personne n'a remarqué qu'Esther n'avait pas versé une seule larme, ni lors des funérailles, ni après. Dans les petites communautés, les gens n'aiment pas poser trop de questions, surtout lorsqu'il s'agit d'une famille d'agriculteurs tranquilles qui ne dérange personne. Après la mort de son mari, Esther s'est retrouvée seule avec ses 2 fils. La ferme était entièrement remboursée et l'argent de l'assurance suffisait pour mener une vie modeste. Les voisins les plus proches vivaient à 3 kilomètres, au bout d'un chemin de terre. Personne ne venait sans y être invité. C'était le monde idéal pour ce qu'elle avait en tête. Au cours des premiers mois qui ont suivi les funérailles, elle n'a rien fait. Elle s'est contentée d'observer ses fils. Elle les a regardés grandir. Elle a vu leur corps changer. Elle les a vus se transformer peu à peu en ce qu'elle redoutait le plus. Elle a commencé à tenir un journal. Elle y notait ses pensées, d'abord par bribes, puis sur des pages entières. Elle écrivait sur les démons de la chair, sur le salut par la douleur, sur le fait que sa mission était d'arrêter le mal avant qu'il n'ait le temps de se développer. Elle relisait la Bible de son père, celle-là même, usée, avec des annotations dans les marges. Elle trouvait des passages qui confirmaient qu'elle avait raison. Elle ignorait tout le reste. Un système se mettait progressivement en place dans son esprit. Une logique qui n'avait de sens que pour elle. Les hommes pêchent à cause de leur nature. La nature se trouve dans le corps. Si l'on enlève la partie du corps responsable du péché, l'homme deviendra pur, sûr, sauvé. Elle pensait à son père et le détestait. Mais en même temps, elle répétait ses paroles, elle utilisait ses méthodes, elle devenait comme lui sans s'en rendre compte. En 1981, Elijah a eu 10 ans. Il lui restait 2 ans avant d'atteindre le seuil qu'elle s'était fixé. Esther a commencé à se préparer. Elle étudiait les ouvrages médicaux de la bibliothèque municipale, les rares qui s'y trouvaient. Elle apprenait à faire des points de suture sur de vieilles serviettes.
Elle achetait des instruments chirurgicaux par correspondance, soi-disant pour l'abattage du bétail. Elle s'est approvisionnée en antiseptiques, en bandages et en morphine qu'elle a échangé contre 3 sacs de maïs à un vieux vétérinaire. Elle a aménagé la cave, elle a installé une table, elle a accroché une lampe. Elle a rangé tout ce qui était superflu. Et j'ai attendu. Elle attendait le jour où son fils aîné franchirait la ligne à partir de laquelle, selon elle, il serait impossible de le sauver autrement. Le 12 mars 1983, Elijah a eu 12 ans. Esther l'a réveillé à l'aube. Ce jour-là, la dernière chose qui la reliait encore au monde normal s'est brisée en elle. Elle n'avait aucun doute. Elle n'avait aucune crainte. Seulement la certitude, froide et claire, qu'elle faisait ce qu'il fallait. Après, quand tout était fini, quand son fils gisait inconscient et qu'elle recousait sa blessure de ses mains tremblantes mais précises, elle ressentit pour la première fois depuis des années une sensation de paix. Elle l'a sauvé. Maintenant, il ne deviendra jamais comme son père. Il n'entrera jamais dans la chambre de quelqu'un pendant la nuit. Il ne fera jamais de mal à personne. Il deviendra un ange, son ange. Et quelques années plus tard, la même chose attendait Isaac. Après la première opération, Esther Whitehead a mis au point un système. Elle n'agissait pas de manière chaotique. Chacun de ses pas était mûrement réfléchi. Chacune de ses décisions était fondée sur une logique interne qui, au fil des ans, était devenue de plus en plus sophistiquée. Première règle, l'isolement. Au cours de l'année 1983, elle a complètement coupé sa famille du monde extérieur. Elle a fait couper la ligne téléphonique, prétextant des raisons d'économie. Elle a déplacé la boîte. Au début d'allée, du temps attelé de l'allée, après d'1 kilomètre de la maison. Elle a vérifié, elle-même, une fois par semaine. Elle brûlait dans la poêle toutes les lettres qui pouvaient susciter des questions. Elle a retiré Elijah de l'école immédiatement après l'opération. Elle a écrit au service régional de l'éducation pour signaler qu'elle transférait son fils à l'enseignement à domicile pour des raisons religieuses. Dans l'Ohio des années 1980, cela ne nécessitait pratiquement aucune vérification. Une simple déclaration et un programme scolaire formel que personne ne vérifiait jamais suffisaient. Le professeur d'Elijah, M. Davis, qui enseignait à l'école primaire du comté de Claremont, se souvenait plus tard de ce garçon. Calme, un peu renfermé, mais doué. Il aimait lire, il dessinait bien. Un jour, il a dessiné sa famille, sa mère, son père, lui-même et son petit frère. Tout le monde souriait, le soleil brillait dans le coin de la feuille. M. Davis a déclaré avoir tenté de contacter la famille lorsque Elijah a cessé de venir en cours. Il a appelé, mais personne n'a répondu. Il a écrit une lettre, mais après, quand papa n'a pas reçu de réponse. Il s'est rendu à la ferme, mais le portail était fermé et les chiens aboyaient tellement qu'il n'a pas osé entrer. Il en a informé le directeur. Le directeur a répondu que l'enseignement à domicile était un droit légal des parents et que l'école ne pouvait pas s'en mêler. Personne ne posait plus de questions sur Elijah Whitehead. Deuxième règle, contrôle du corps. Après l'opération, Esther a complètement changé le mode de vie de son fils aîné. Elle a décidé que, puisqu'il était désormais purifié, il fallait lui rendre son innocence. Et l'innocence, selon elle, c'est l'enfance. Elle a commencé à le nourrir uniquement avec des préparations lactées et des bouillies. Elle a retiré de sa chambre tout ce qui rappelait son âge, livres, jouets, vêtements. Elle a remplacé son lit par un berceau, d'abord petit, puis, lorsqu'il a grandi, elle en a construit un plus grand avec des planches. Elle l'habillait avec des vêtements pour enfants, combinaisons, bonnets, chaussons. Lorsque les vêtements prêts à porter ne lui allaient plus, elle a commencé à coudre elle-même des copies agrandies de vêtements pour bébé. Il lui était interdit de parler.
Au début, elle le punissait pour chaque mot prononcé. Elle le privait de nourriture, l'enfermait dans un placard sombre, l'obligeait à rester à genoux pendant des heures. Et puis, les punitions devinrent inutiles. Elijah se tut tout simplement. À l'âge de 15 ans, il ne produisait que des sons inarticulés. À 18 ans, il ne comprenait presque plus ce qu'on lui disait. Son esprit, privé de stimulation, de communication et de développement, s'éteignait progressivement. Esther considérait cela comme un succès. Son ange devenait de plus en plus pur. Troisième règle, le rituel. Elle ne se contentait pas de mutiler, elle créait une religion. Dans la cave, derrière une porte secrète dissimulée derrière des étagères remplies de conserves, Esther avait installé un autel, une table en bois recouverte d'une nappe blanche, des bougies, des icônes découpées dans des magazines religieux et des bocaux en verre remplis de formaldéhyde. Après l'opération sur Elijah, elle a conservé ce qu'elle avait coupé. Elle l'a mis dans un bocal, l'a signé de son nom et de la date. Elle l'a placé sur l'autel. Elle appelait cela la libération du péché. La date de l'opération était inscrite dans son journal comme le jour de la purification. Chaque année, à cette date, elle descendait à la cave, allumait des bougies et priait, remerciant Dieu de lui avoir donné la force de sauver son fils. Quand Isaac eut 12 ans, en 1988, elle subit une deuxième opération. À ce moment-là, elle avait déjà de l'expérience. Elle agissait avec plus d'assurance, plus de précision. Isaac criait moins que Elijah, peut-être parce qu'elle avait mieux calculé la dose de morphine. La convalescence fut plus rapide. L'infection fut évitée. Une deuxième boîte est apparue sur l'autel. Mais quelque chose s'est mal passé avec Isaac. Contrairement à son frère aîné, il ne s'est pas complètement effondré. Quelque chose en lui résistait. Il obéissait aux ordres de sa mère, portait des vêtements pour enfants, buvait du lait maternisé, mais ses yeux restaient vivants. Une étincelle qu'Esther ne pouvait éteindre. Il mémorisait, il observait, il attendait. Esther le sentait et renforçait son contrôle. Elle le laissait moins souvent sortir de sa chambre. Elle installa des verrous à toutes les fenêtres. Elle cloua la trappe du grenier. Elle vérifiait chaque recoin de la maison, chaque fissure à travers laquelle il aurait pu voir le monde extérieur, mais parfois le monde extérieur venait à eux. En 1991, une assistante sociale du département régional des affaires familiales est venue à la ferme. Elle s'appelait Linda Mason. Elle avait 34 ans et travaillait dans le domaine de la protection de l'enfance depuis 8 ans. La visite était prévue dans le cadre du programme de contrôle des familles pratiquant l'enseignement à domicile. 3 à 4 contrôles de ce type étaient effectués chaque année dans le district et ils étaient généralement purement formels. Il s'agissait de s'assurer que les enfants étaient en vie, en bonne santé et recevaient une certaine éducation. Linda est arrivée sans prévenir, comme le voulait le protocole. Elle s'est garée devant le portail, a emprunté l'allée, est montée sur le perron et a frappé à la porte. Esther ouvrit quelques minutes plus tard. Elle portait une simple robe grise et ses cheveux étaient tirés en chignon serré. Elle souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Linda s'est présentée, a montré sa carte d'identité et a expliqué le but de sa visite. Esther l'a écoutée calmement. Elle a dit que les enfants étaient occupés à faire leurs devoirs, mais qu'elle pouvait montrer le matériel pédagogique. Elle conduisit Linda dans le salon. Sur la table, des manuels scolaires et des cahiers étaient soigneusement empilés. À côté, un emploi du temps était écrit d'une écriture calligraphique. Tout semblait parfait. Trop parfait, pensa Linda, mais elle ne le dit pas à voix haute. Elle demanda à voir les enfants. Esther hésita un instant, à peine perceptible, mais Linda le remarqua. Puis,
Elle acquiesça et quitta la pièce. 10 minutes plus tard, elle revint avec 2 garçons. Linda s'attendait à voir des adolescents. L'aîné devait avoir environ 20 ans, le plus jeune 15. Au lieu de cela, elle se retrouva face à 2 enfants vêtus de combinaisons identiques. L'aîné, grand, maigre, au regard vide, tenait un ours en peluche dans ses mains. Le plus jeune regardait le sol et ne levait pas les yeux. Linda a essayé de leur parler. Elle leur a demandé leur nom, ce qu'ils étudiaient, s'ils aimaient vivre à la ferme. L'aîné ne répondit pas. Il se contenta de la regarder comme si elle n'existait pas. Le cadet marmonna quelque chose d'indistinct, peut-être son nom, peut-être simplement un son. Esther a expliqué que ses 2 fils étaient spéciaux, qu'ils souffraient d'un retard de développement depuis leur naissance, que les médecins ne pouvaient rien faire, alors elle s'occupait d'eux, elle-même, à la maison où ils étaient tranquilles et en sécurité. Linda regardait les garçons. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Mais elle ne comprenait pas quoi. Elle a noté dans son carnet « Les enfants semblent en bonne santé. Aucun signe de violence physique n'a été détecté. La mère affirme que les 2 enfants souffrent de troubles congénitaux du développement. Une nouvelle visite est recommandée dans 6 mois. » La visite n'a jamais eu lieu. 3 mois plus tard, Linda a été mutée dans un autre district. Son dossier a été transféré à un collègue qui était débordé de travail et qui n'a jamais pris contact avec la famille Whitehead. Le dossier contenant le rapport a été archivé et y est resté pendant 5 ans, jusqu'au jour où il a été ressorti. La voisine des Whitehead, Dorothy Cranston, vivait à 3 km à l'est. Elle avait plus de 60 ans, tenait une petite exploitation laitière et quittait rarement la petite ville la plus proche. Elle ne communiquait presque pas avec Esther et ne souhaitait pas le faire. Quelque chose chez cette femme lui semblait anormal, trop silencieuse, trop calme, trop jour, pendant l'été 1900, Dorothy a vu par hasard quelque chose de bizarre. Elle roulait sur une route de campagne qui passait devant la ferme des Whitehead. La clôture était vieille et trouée. À travers l'un des trous, Dorothy aperçut 2 silhouettes dans la cour. Des garçons. Non, des jeunes hommes. Mais ils étaient habillés comme des enfants. L'un était assis par terre et fouillait dans le sable. L'autre se tenait debout, regardant le ciel, avec quelque chose qui ressemblait à un hochet dans la main. Dorothy arrêta la voiture. Elle regarda pendant quelques minutes sans comprendre ce qu'elle voyait. Puis Esther est sortie de la maison. Elle n'a pas remarqué la voiture derrière les buissons. Elle s'est approchée de ses fils, leur a dit quelque chose. Dorothy n'a pas entendu quoi. L'intérieur, Dorothy continua son chemin. Tout au long du trajet, elle repensa à ce qu'elle avait vu. Des hommes adultes vêtus de vêtements d'enfants, avec des hochets, dans une ferme isolée au milieu de la forêt. Elle aurait pu appeler la police. Elle aurait pu prévenir les services sociaux. Elle aurait au moins pu en parler à quelqu'un. Mais elle n'a rien fait. Plus tard, lorsqu'elle a témoigné devant les enquêteurs, elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires des autres. Elle pensait qu'il souffrait peut-être d'une maladie. Elle n'imaginait pas à quel point la situation était grave. L'enquêteur a noté ses propos sans répondre. Au milieu des années 90, le système Esther a atteint son apogée. La maison était devenue un univers clos où elle était une déesse et ses fils des anges, créés à son image, dans toute leur innocence. Eliage avait alors 20 ans. Il avait complètement perdu le contact avec la réalité. Il vivait dans un berceau, mangeait au biberon, ne reconnaissait pas son propre reflet. Parfois, il souriait sans raison. Parfois, il pleurait, là encore, sans raison. Son esprit
était devenue une page blanche sur laquelle il ne restait plus que de vagues ombres. Isaac avait 16 ans, et contrairement à son frère, il était toujours là. Il a appris à faire semblant. Il obéissait à tous les ordres de sa mère. Il portait des vêtements pour enfants. Il buvait du lait maternisé. Il ne parlait pas quand elle était là. Mais quand elle partait, il réfléchissait. Il se souvenait de bribes de son passé. Il se souvenait de son père, vaguement comme dans un rêve. Il se souvenait du monde extérieur, les arbres, la route, le ciel qu'il ne voyait qu'à travers les fenêtres condamnées. Il se souvenait qu'autrefois, tout était différent. Et il savait qu'il devait s'en sortir. Il étudiait la maison, chaque planche, chaque serrure, chaque fissure. Il remarqua que la fenêtre d'aération du sous-sol n'était fermée que par un verrou rouillé et non par une serrure. Il remarqua que sa mère prenait des somnifères le soir après de longues prières. Il remarqua que le jeudi, elle dormait plus profondément que les autres jours. Il a planifié son évasion pendant 2 ans. Il a attendu 2 ans le moment opportun. Le 4 juillet 1996, ce moment est arrivé. Le 4 juillet 1996, à 2h du matin, Isaac Whitehead ouvrit la fenêtre d'aération du sous-sol. Sa mère s'était endormie après avoir prié pendant des heures. Le somnifère qu'elle prenait le jeudi avait eu un effet plus fort que d'habitude, peut-être à cause de la fatigue. Isaac avait attendu ce moment pendant 2 ans. Il se faufila à travers l'étroite ouverture, s'égratignant les côtes sur le métal rouillé. Il tomba à terre de l'autre côté du mur. Il resta immobile pendant quelques secondes, respirant l'air nocturne, le premier air frais qu'il respirait depuis 8 ans. Puis il s'est enfui. Il ne savait pas où il courait. Il ne savait pas où se trouvait la maison la plus proche. Il s'éloignait simplement de la ferme, traversant champs, forêts et ravins, jusqu'à ce qu'il atteigne la route nationale. Il a été retrouvé par Walter Jenkins, un fermier local, à 4h30 du matin. Jenkins se rendait au marché de Batesville et a failli rentrer vers cette qui se tenait au milieu de la route, vêtu d'une salopette sale. Il s'est arrêté, est sorti de sa voiture et a essayé de lui parler. Le garçon ne répondait pas. Il émettait seulement des sons étranges, entre le gémissement et les pleurs, et il désignait son corps, la partie inférieure. Jenkins comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Il fit monter le garçon dans sa voiture et l'emmena au poste de police le plus proche. L'officier de service a appelé le shérif. Le shérif a appelé le médecin. Le médecin a